Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui pour parler bouquin, alors c'est pas habituel, hein, généralement on parle de potager, mais là on va parler de bouquin de potager. Je profite que ce soit l'hiver, il n'y a pas grand chose à faire dans le potager encore pour l'instant, et je voudrais vous parler d'un vieux bouquin, un bouquin qui date de la guerre, un bouquin qui a 80 ans. C'est un livre qui m'a été offert il y a quelques temps déjà par un abonné, je le remercie d'ailleurs au passage. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin? Moi je voudrais vous donner rapidement mon avis en général sur les bouquins de potager évidemment. Et puis on va voir ce qu'on trouve dans ce bouquin qui date de 1943, voilà, qu'est-ce qui n'a pas changé, qu'est-ce qui est toujours d'actualité. Et puis parler aussi et surtout de ce qui a changé, de ce qu'on trouve plus aujourd'hui ou de ce qui est différent par rapport à ce qu'on trouve dans le potager aujourd'hui. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti! Alors, avant de vous parler de mon vieux bouquin de potager qui date de la guerre, je voulais vous parler un petit peu plus généralement, rapidement, de ce que je pense des bouquins de potager. On en trouve plein, vous avez pas mal de youtubeurs qui ont sorti leurs livres, vous trouvez des livres de jardiniers réputés, hein, voilà, on trouve vraiment, on a un choix immense en termes d'ouvrages et de bouquins qui parlent de potager, des trucs très généralistes ou plus, voilà, plus thématiques, plus ciblés. Et on a vraiment l'embarras du choix. Alors moi, d'une manière générale, je vous encourage vraiment, enfin, voilà, les vidéos c'est super, hein, sur YouTube ça apprend plein de choses, mais voilà, lisez aussi des bouquins, il faut avoir 1, 2, 3, vous pouvez avoir plein de bouquins de potager, ce sont généralement des mines d'or techniques, hein, le potager c'est voilà, une activité qui est assez technique, et dans les bouquins on trouve plein d'astuces, plein de trucs. Donc voilà, faut pas hésiter, faut lire des bouquins, avoir des bouquins, toujours à fouiller dedans, hein. Moi je fouille toujours, je cherche toujours, je vais chercher des infos dans les bouquins, j'aime bien, puis c'est voilà, c'est vraiment utile. Complément avec la vidéo sur YouTube, le bouquin, voilà. Et un dernier complément, c'est les voisins aussi, hein. Pensez à aller voir vos voisins juste à côté, ils vous apprendront aussi plein de choses. Voilà. C'est vraiment les 3 trucs très utiles pour continuer à apprendre, hein. Moi je continue à apprendre dans le potager, puis continuer à progresser, puis à faire voilà, des nouvelles choses. Alors on va commencer par ce qu'on trouve dans ce livre et qu'on trouve voilà, toujours dans les livres de potager aujourd'hui, hein, les trucs qui n'ont pas changé. À la base, ce livre qui est sorti pendant la guerre, hein, 1943, sous l'occupation, c'est un livre qui était destiné principalement aux gens des villes ou zones périurbaines pour leur permettre de se remettre au potager, ou de se mettre au potager, et d'avoir voilà, toutes les informations, toutes les techniques. Dans les campagnes, c'est quelque chose qui était encore... voilà, ils n'avaient pas forcément de bouquins pour apprendre à faire du potager. Dans les villes, il y avait, semble-t-il, une réelle demande. La période n'était pas facile. Là, on ne parle pas de potager loisir, hein, comme on peut faire, comme je fais moi. Bon, après, on se nourrit aussi avec le potager, mais ça reste quand même une pratique loisir. Là, on ne parle pas de loisir, on parle vraiment de pouvoir se nourrir dans une période un peu compliquée, où il y avait pas mal de restrictions, pas mal de choses qui manquaient, et voilà, nourrir sa famille. Donc c'est vraiment la thématique de ce bouquin qui se veut être très, vraiment très pragmatique, très pratique. Bon alors 80% de ce qu'on trouve dans ce livre est commun avec ce qu'on peut trouver dans un livre de potager actuel, hein, ce qui peut paraître normal, parce que les légumes et les sols dans lesquels on les fait pousser n'ont pas changé en 80 ans. Donc on va retrouver les mêmes techniques. Bon, là, ça c'est pas vraiment étonnant. On va y trouver toutes les informations pour caractériser son sol, hein. Type de sol, savoir si on a affaire à un sol plutôt argileux, limoneux, plutôt sablonneux, de manière assez précise, avec tous les avantages et les inconvénients des différents types de sols. On va trouver aussi pas mal de conseils, hein, sur voilà, quand on a une parcelle, voilà, à quel endroit de la parcelle on va mettre en place son potager par rapport à l'exposition du soleil, par rapport à l'ombre, par rapport au vent, par rapport à tout l'environnement de la parcelle. Voilà, plein de conseils là-dessus, assez judicieux et assez pertinents, mais comme ce qu'on peut trouver dans les livres actuels. On va trouver toute une partie qui concerne les outils et leur usage. Alors pour tout ce qui concerne les outils à main, il n'y a pas de gros changements, hein. On est sur voilà, tout ce qui est un manche en bois avec un truc en ferraille au bout. Voilà, on n'a pas, à part la grelinette peut-être qui est nouvelle, voilà, tous les outils sont exactement identiques. Il n'y a pas eu de révolution de ce côté-là.
On a aussi évidemment toute une partie du bouquin qui concerne les variétés, les différentes variétés, la manière, les techniques de les cultiver. Vous allez retrouver les choux, les carottes, les oignons, voilà, toutes les grandes familles et variétés classiques avec les astuces, les techniques, soit pour des semis, soit pour refaire des plantations. Du point de vue des techniques, elles sont pratiquement toutes passées en revue. Il va y avoir tout ce qui concerne les paillages, les différents paillages, pailler pour réchauffer son sol, pailler pour le refroidir, pailler pour le couvrir et le protéger. Donc toutes les techniques sont bien exposées. Vous avez aussi toute une partie qui va concerner les buts de culture, à quel moment on fait une butte, est-ce qu'on en fait une ou pas, voilà les intérêts de faire une culture sur but ou pas. On trouve aussi toute une partie qui concerne les couches, que ce soit des couches chaudes ou différentes couches, quand on mélange des couches pour certains types de cultures, vous avez si vous faites des couches très ce qu'on appelle des couches fertiles, là, avec beaucoup de compost, là, ça va être parfait pour faire pousser des courges, ça vont adorer ça. Vous avez d'autres couches, vous avez des couches chaudes, des couches pour faire de la mise en jauge, de la conservation, voilà, tout ça c'est bien détaillé. On parle de toutes les techniques de préparation de sol, avec différentes techniques, justement, suivant la nature des sols, suivant ce qu'on veut obtenir, suivant la météo qui est associée à son type de sol. On parle sol vivant, il y a vraiment toute la notion de fait de nourrir son sol, tous les apports qu'on peut apporter, que ce soit de l'engrais minéral rapide ou des sources d'apports organiques. Voilà, tout ça c'est expliqué, voilà, comment ça fonctionne, comment on nourrit son sol pour que le sol en retour nourrissent les légumes. Voilà, tout est abordé de manière assez simple et pragmatique, et c'est super bien fait et plutôt pas mal détaillé. On va parler aussi dans ce livre de tout ce qui est lutte contre les ravageurs, que ce soit les maladies, différentes maladies qu'on peut avoir dans les potagers, ou toutes les bestioles qui peuvent s'attaquer à nos légumes. Donc tout ça, voilà, c'est pas mal détaillé aussi, avec des approches. On n'est pas sur une approche dite bio, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, mais on est vraiment sur des approches assez naturelles et très proches de ce qu'on fait, ou en tout cas de moi ce que je fais dans mon potager. On arrive au final du coup dans ce bouquin à un livre qui est plutôt à la fois simple et complet et pragmatique. L'objectif de ce livre, c'est de faire en sorte que des gens qui sont en période de guerre puissent arriver à se nourrir, et c'est plutôt assez efficace. Alors maintenant on va voir la partie du bouquin qui est différente de ce qu'on va trouver aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en 80 ans dans la manière de faire du potager. Il y a un premier truc qui est assez marquant, c'est la forme du livre. On a affaire à un livre dans lequel il n'y a aucune photo. Alors évidemment ça c'est pour des raisons techniques, à l'époque il n'y avait pas de livre du tout avec des photos, ou en tout cas très peu, mais là voilà, le choix est fait d'un support vraiment on ne peut plus simple, c'est du texte, quelques schémas et dessins qui sont faits à la main, quelques tableaux avec des données, mais voilà, aucune photo. Alors c'est vrai que ça tranche énormément par rapport à des bouquins de potager plus modernes, plus récents, comme on achète aujourd'hui, où on peut se retrouver assez facilement avec on va dire la moitié de la surface du livre avec des photos. Alors des fois c'est des photos qui sont intéressantes parce que ça montre un geste technique, ou ça permet de... Mais voilà, il y a des fois où c'est juste pour le plaisir, parce qu'on nous montre une belle carotte. Bon, voilà, ça fait pas avancer forcément alors ça remplit les livres, quelquefois, faut l'avouer, mais voilà, c'est pour le plaisir des yeux uniquement. Là, des photos, vraiment aucune, donc style très épuré, mais livre qui reste malgré tout très fluide et très facile à comprendre, peut-être même encore plus, parce qu'en fait, les seules illustrations qu'on a sont des schémas très simplistes qui permettent de comprendre assez facilement ce qu'il faut faire en fait. Une chose qui a aussi énormément changé entre le potager d'il y a 80 ans et le potager d'aujourd'hui, c'est les graines et les plants. Le choix de graines et le choix de plants. À l'époque, le choix de graines, il était vraiment pas ridicule, mais il était extrêmement limité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un confort et un choix. On a le choix entre des milliers de graines, en fait, bien plus de graines à notre disposition qu'on peut acheter ou acquérir. Il y en a bien plus que ce qu'on pourra jamais utiliser dans notre vie de jardinier. Moi, je vois, j'achète mes graines principalement en jardinerie, à la jardinerie du coin. Il y a un linéaire de 15 mètres. J'ai jamais toutes les testées, et pourtant j'en ai entre 70 et 100 dans le potager. Donc vraiment l'embarras du choix. Si ça c'est pas suffisant, j'échange aussi avec des voisins. Et si ça c'est pas suffisant, je vais me dépanner sur internet quand ce sont des graines que je trouve pas ici et que j'ai envie de tester ou d'essayer.
à l'époque, il n'y avait pas tout ça, hein. Il y avait des grainetiers qui existaient déjà. Hein. Je crois que c'est Villemorin qui était déjà un gros grainetier à l'époque, qui existe toujours. Voilà, sauf ceux qui avaient la chance, c'est un petit peu valable encore aujourd'hui, de se trouver dans des régions où il y avait des gens qui fabriquaient ou qui produisaient de la graine plus précisément. Nous en Bretagne, ici c'est pas le cas. Voilà, on n'a pas de grainetier, on est obligé d'acheter à des marchands de la graine. On n'a pas de producteur de graines. Voilà, donc à l'époque, voilà, c'était l'accessibilité à la graine n'était pas du tout la même que ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Pour tout ce qui concerne les plants, aujourd'hui on peut acheter, si on ne fait pas ses semis, moi je fais quasiment tous mes semis, mais si on va acheter des plants pour faire son potager, mais c'est un côté super pratique, on peut acheter des plants à tous les stades. On trouve même des plants sur lesquels il y a déjà des fruits. Donc on démarre son potager, on met en place des plants sur lesquels il y a déjà des légumes. Bon, à l'époque, je pense que le choix au niveau des plants devait être vraiment très très limité. Alors une autre chose qui tranche pas mal entre le potager d'il y a 80 ans et le potager d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est engin motorisé. Alors surtout qu'à l'époque on parlait pas de potager de plusieurs dizaines de mètres carrés, mais on parlait de potager pour se nourrir, de potager de plusieurs centaines de mètres carrés. Ils considéraient que c'était 100 mètres carrés pour une famille, donc pour une personne, pardon. Donc famille de 4 personnes, 400 mètres carrés de potager. Tout ça sans engin motorisé pour mettre en route le potager dans un sol qui n'a pas du tout été utilisé pour, à la base, je vous raconte pas le sport que c'est, et puis même après, hein, suivant la nature des sols, il y a des sols qui sont quand même compliqués à préparer, sans aide mécanique. Là je peux vous garantir qu'à l'époque, vous n'aviez pas besoin d'aller faire votre sport de la semaine. Voilà, l'activité potagère suffisait largement aux jardiniers, puis même à une partie de la famille. Voilà, de ce côté-là, voilà, c'était du sport le potager à l'époque. Un truc qui a aussi énormément changé, et ça, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, hein, on parle d'il y a 80 ans, hein, ce sont les plastiques. Aujourd'hui, du plastique dans notre potager, même si on essaye de faire attention. Moi, j'essaye de pas trop en utiliser, mais si on regarde bien, on en a directement ou indirectement, on en a partout. Hein. Tous les godets qu'on va utiliser, petits godets, là, c'est du plastique. Voilà, ça permet d'avoir des petits godets tout légers, tout fins, de pouvoir les ranger, là, ça prend pas de place. Là, c'est du plastique, ça c'est un confort d'utilisation qui est incroyable. Tout ce qui est voile de forçage, les films occultants, les films translucides, les films perforés, voilà, des films, tout ça c'est du plastique. À l'époque ça n'existait pas. Les serre-tunnels, comme j'ai là, ça n'existait pas non plus. Le châssis nantais, tout ça, ça n'existait pas. Et en fait on se rend pas compte, mais on a, grâce à tous ces plastiques, un confort d'utilisation qui n'était pas du tout présent à l'époque. Ils avaient à peu près comme seul outil le châssis bois ou métal avec une plaque en verre. Voilà, c'était à peu près tout. Aujourd'hui, les plastiques sont un peu partout dans nos potagers, hein, même à chaque fois qu'on regarde un truc, hein, prenez les arrosoirs, aujourd'hui on a des arrosoirs en plastique, c'est tout léger. À l'époque, c'était l'arrosoir, j'en ai un comme ça, que j'ai récupéré chez mes parents, un arrosoir en zinc. Mais alors déjà, le truc à vide, il pèse pas 500 grammes comme un arrosoir en plastique, hein, il pèse déjà 3 kilos, alors qu'il n'y a pas d'eau dedans. Donc voilà, c'est tout un confort lié au plastique. Voilà, on l'oublie, hein, on s'en rend pas compte, hein, c'était il y a juste 80 ans, hein, ça peut être nos parents ou nos grands-parents, quasiment zéro plastique. Un gros truc qui n'existait pas non plus à l'époque, dont on se sert tous les jours et dont on se rend pas trop compte, c'est le frigo. Ou encore plus même le congélateur. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, hein, pas de frigo, pas de congélateur. Ce qui veut dire que pour la conservation des légumes, on avait les conservations, on va dire, passives, où on met des cultures en réserve, les pommes de terre, les oignons, enfin j'en passe, tous ces trucs-là. Donc ça existait, on continue à le faire aujourd'hui. Les conserves, évidemment, les conserves classiques, lactofermentation, tout ça, ça existait. Par contre, tout ce qu'on a, nous, voilà, par réflexe, tendance à mettre dans les congélateurs parce que ça s'y prête bien, parce que c'est simple et facile, à l'époque, évidemment, c'était totalement impossible. Il fallait quand même conserver les légumes, du coup, il y a toute une partie du bouquin qui parle justement de la conservation, alors la conserve classique, comme moi je fais toujours aujourd'hui, et puis tout ce qu'on appelle les mises en jauge, qu'on peut faire avec des betteraves, avec des carottes, avec voilà, pas mal de légumes comme ça qui vont se conserver dans un espèce de frigo naturel. Mais voilà, il faut le faire, ça demande plus de temps que de mettre tout ça dans un sac ou dans une boîte et de le mettre au congélateur. Donc voilà, une grosse partie ou une partie non négligeable du bouquin qui parle justement de ces techniques un petit peu oubliées aujourd'hui.
Bon bah écoutez, voilà, voilà, j'ai fait le tour. Après, voilà, il y en aurait plein d'autres à dire parce que ce bouquin est vraiment intéressant. C'est vraiment une petite pépite. Là, des vieux bouquins comme ça de potager, on en trouve. Alors celui-ci, vous pouvez le trouver d'occasion, hein, j'ai cherché, on en trouve quelques-uns, pas très chers, hein, sur internet évidemment. Voilà, faut pas hésiter, hein, les bouquins modernes, évidemment, faut y aller. Il y a plein de chouettes bouquins modernes, mais voilà, essayez de trouver des vieux bouquins de potager et vous plongez là-dedans, vous allez voir que c'est formidable. Alors celui-ci il est un petit peu particulier parce qu'on est dans un contexte de guerre 1943 et puis qui s'adresse à voilà, aux gens de la ville à l'époque. Mais voilà, c'est voilà, une pépite, ouais, vraiment une pépite. Moi, je suis très content d'avoir lu et relu ce bouquin. Du coup, on peut le lire sans fin, c'est toujours un plaisir. Bon, bah voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!